Gotham est l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. À de nombreuses reprises, elle a été la cible des plus grands criminels qui en ont fait leur terrain de jeu. De simples braquages et incendies jusqu'au contrôle total de la ville par les ennemis souhaitant s'en emparer pour le côté symbolique visant à montrer leur supériorité à Batman ou alors pour leur propre intérêt personnel. Il est évident qu'habiter à Gotham n'est pas de tout repos. Devoir évacuer la ville chaque semaine à cause des psychopathes qui au passage ne restent jamais trop longtemps dans l'asile ou se mettre à l'abri un soir sur deux doit être épuisant pour des gens souhaitant juste vivre normalement. Est-ce utopique d'imaginer une Gotham sans danger? Une Gotham qui ne compte plus de criminels dans sa ville et qui deviendrait donc la ville la plus sûre des États-Unis? Eh bien, c'est peut-être possible. Dans l'histoire du jour, nous verrons que Gotham a bénéficié de ce statut. Pendant un moment, Gotham a été la ville la plus sûre du pays devant même Metropolis. Mais comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui a pu changer pour que la ville devienne ainsi? Et quelle va être la réaction de Batman? Nous verrons ça dans quelques instants. Dans un premier temps, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et dis-moi en commentaire si tu aimerais vivre à Gotham ou non. Perso, je suis pas trop chaud. Déjà que j'ai du mal à dormir la nuit, je vais vraiment devenir insomniaque si j'y habite. Bref, démarrons l'histoire de Gothopia, mais avant ça, générique. Gotham City est actuellement la ville la plus sûre des États-Unis. Elle est protégée par son emblématique justicier Batman, qui pour l'occasion a décidé de retaper sa tenue, pour être, à l'image de sa ville, chatoyant et non sombre. Il en est de même pour ses alliés, qui portent tous des nouvelles tenues correspondant à la nouvelle ambiance instaurée en ville. Ils ont d'ailleurs tous changé de nom pour l'occasion. Catwoman devient Catbird, Batgirl devient Bluebell et Batwoman devient Bright Bat. Dorénavant, et suite à la baisse des crimes, les justiciers se baladent de jour à la vue de tous. Mis à part quelques accidents à droite à gauche dans lesquels ils assistent les forces de l'ordre et les pompiers de la ville, il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe en ville. Enfin, jusqu'à ce jour où une femme déambule dans les rues bouleversant la tranquillité qui l'abritait. Cette femme, c'est Poison Ivy, une des criminelles connues de Gotham. Elle demande à tout le monde de se réveiller, d'ouvrir les yeux et de voir ce qui est actuellement en train de se passer dans leur ville. Face à l'inaction des citoyens, Poison Ivy est obligée de sortir le grand jeu pour se faire écouter. Elle arrache un panneau sur lequel est inscrit « Gotham, ville de l'espoir » en disant que c'est un mensonge. Ce remue-ménage attire rapidement Batman et Catbird qui estiment que Poison Ivy est en plein délire et qu'ils doivent l'arrêter au plus vite. Poison Ivy a beau avoir l'air agitée, elle ne semble pas agressive et tente même d'embrasser Batman lui disant qu'elle cherche à sauver la ville. Elle ne parviendra pas à le faire puisque Catbird est là pour déjouer ses plans et la neutralise d'un coup de pied renversant. Avant de porter le coup final, Batman empêche Catbird d'aller plus loin et souhaite livrer Poison Ivy à la police de Gotham, le GCPD, qui visiblement n'est plus dirigé par Jim Gordon mais par Roman Sionis, alias Black Mask. Sans doute qu'un système de réintégration des anciens criminels dans la société a été appliqué, suite à leur acte de bravoure, car oui, maintenant ce genre d'accident avec des criminels est très rare. Les deux justiciers sont récompensés par le maire en personne, Oswald Cobblepot. Décidément, les anciens criminels de la ville se portent plutôt bien. Ils collaborent désormais avec le Chevalier Noir, enfin le Chevalier Blanc. Durant la cérémonie, le lieutenant Harvey Bullock intervient pour prévenir Batman qu'un autre incident est en cours à quelques rues de là. Cette fois-ci, c'est un homme d'une trentaine d'années qui est sur le point de se suicider. Un homme qui est loin d'avoir des bonnes raisons pour cela, puisqu'il mène une vie correcte et qu'en plus de ça, il a gagné 130 000 $ au loto la semaine dernière. Confus devant cette scène, Batman sauve l'homme qui, selon lui, perd la tête et le confie au GCPD afin de l'aider et de savoir ce qui ne va pas. Quelques secondes
secondes d'inattention suffisent à l'homme pour s'emparer d'une arme de service d'un policier, puis de se tirer une balle en pleine tête. Visiblement, il avait envie d'aller jusqu'au bout à n'importe quel prix. De retour à la Batcave, Batman réagit à propos de ce qui vient de se passer. Il ne comprend pas comment cet homme a pu en arriver là. D'autant plus que ce n'est pas le premier, mais le 36e suicide cette semaine. Pourtant, le crime est au plus bas, le chômage aussi, et l'économie se porte de mieux en mieux. Selon Bruce, il se passe quelque chose de louche en ville. Alfred a réalisé des analyses sanguines, afin de savoir si les victimes avaient de la toxine dans le sang ayant éveillé de la folie en eux. Mais ce n'est pas le cas. Bruce sort pendant quelques minutes pour prendre l'air et s'éclaircir les idées. Bruce se balade dans les allées du jardin fleuri de son manoir. Il se demande s'il ne se pose pas trop de questions, qu'il faudrait peut-être mieux quitter sa seconde identité et reprendre une vie normale maintenant que sa mission est réussie. Sa quête qui consistait à anéantir le crime dans sa ville. En pleine réflexion, Bruce se tient la nuque quand tout à coup il se blesse. Une des épines de Poison Ivy était intacte sur le costume de Bruce. Il se l'est planté dans la main et réalise aussitôt qu'il ne se trouve pas dans un jardin fleuri, mais dans le cimetière familial, devant les tombes de ses défunts parents. Il retourne la main en sang auprès de ses alliés et demande à Alfred d'analyser l'épine de Poison Ivy. Quant à lui, il souhaite partir seul en patrouille. Dans les rues de Gotham, la vision de Bruce change petit à petit. La ville de Gotham n'a pas vraiment changé et il voit désormais de plus en plus clair. Alfred lui envoie les résultats qu'il a trouvés sur l'épine. Et c'est à cet instant que Bruce se rend compte de la supercherie. Alfred et lui ont déjà analysé des dizaines et des dizaines de fois les toxines de Poison Ivy. Et c'est pas cela qu'il cherchait, et ça il le savait. Il souhaitait en réalité vérifier l'état de son sang. Il remarque alors de nombreuses choses étranges qui sont présentes dans son sang, comme des médicaments et des psychotropes, le tout permettant de détendre son corps, d'apaiser son esprit, stimuler son cerveau à sentir des éléments programmés et à rendre violent quand une personne essaie de te sortir de cette réalité artificielle. Soudain surgit Catbird, qui ne comprend pas pourquoi Batman est en train de réfléchir dans un coin paumé alors qu'il était censé partir en patrouille. Elle le suit depuis qu'il est parti, car il a l'air perturbé depuis quelque temps et ça l'inquiète. Batman explique alors à Catbird, qui n'est autre que Catwoman bien entendu, que le monde est plongé dans une hallucination collective, que la perception de la réalité est biaisée et que les souvenirs des gens sont dissipés. Poison Ivy avait raison depuis le début. On nous ment et quelque chose de louche s'est emparé de la ville. Comme Batman pouvait s'y attendre, Catwoman réagit violemment, mais Batman persiste à lui dire qu'il faut qu'elle résiste afin qu'elle puisse connaître la vérité. Agacée et voulant sauver Batman de la folie, Catwoman a appelé des renforts. Les autres alliés de Batman qui répondent à l'appel apparaissent rapidement et tentent de maîtriser Batman. Ce dernier préfère alors se laisser faire pour avoir une chance de découvrir qui se trame derrière toute cette affaire. Mieux vaut perdre une bataille puis gagner la guerre. Batman est emmené de force au centre de santé et bien-être, accompagné par Catwoman qui espère le voir guérir de sa folie. Elle est réconfortée par le dirigeant des lieux, le docteur Crane, Jonathan Crane, plus connu sous le nom de l'épouvantail. D'après la vision de Catwoman, celle-ci a confié Batman à un service reconnu de santé. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle l'a envoyé dans la gueule du loup. Batman est désormais pris au piège, encerclé par certains de ses pires ennemis. L'épouvantail lui promet qu'il redeviendra anormal, comme les autres, très prochainement. Batman est enfermé dans une cellule du centre de santé, qui en réalité est l'asile d'Arkham. Jonathan Crane, l'épouvantail, persuade ses collègues criminels que Batman est un cas à prendre très au sérieux, ce à quoi chacun d'entre eux propose leur propre manière chirurgicale de procéder pour permettre à Batman de retourner vers cette réalité artificielle. Cette fine équipe est prête à aller au bout de leurs idées, quitte à le tuer s'il le faut. Killer Croc déplace
Batman de cellule. Il réalise alors que les gardes de l'asile ainsi que le directeur sont enfermés à la place des habituels patients, qui désormais font la loi. Les gardes sont encore sains d'esprit. Ils font l'objet d'expériences douteuses de la part du nouveau personnel, comme Victor Zsasz qui prend un malin plaisir à effectuer des interventions chirurgicales. Il passe également devant la cellule de Poison Ivy. S'il l'avait écouté des heures plus tôt, la situation serait légèrement différente à présent. Les nouveaux gardes de l'asile ont pris la ceinture de Batman, qui est truffée de gadgets on le rappelle, mais lui ont laissé son costume. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Batman dispose d'un système électronique dans sa combinaison. Il y a quelques mois, il avait été invité par le directeur Arkham pour tester les systèmes de sécurité de l'asile. Il sait donc comment les déjouer et s'échapper. Deux criminels connus de Gotham, Flamingo et Nocturna, sont devant les vidéos de surveillance. Ils constatent que Batman mijote quelque chose sur son boîtier dans sa cellule. En ni une ni deux, les caméras sont brouillées et Batman parvient à s'échapper et assomme les deux criminels en moins de temps qu'il leur fallurent pour alerter la garde. Batman connaît l'asile comme sa poche, à force d'y emmener les nombreux criminels qui y font des va-et-vient à longueur d'année. Il sait donc où se trouve le complexe médical de l'asile, qu'il estime être l'endroit parfait pour y installer un laboratoire de fortune. Et bingo, dans cette salle se trouve la base d'opération de l'épouvantail. Mais que peut-il bien mijoter? Il analyse brièvement la toxine présente dans le laboratoire. Elle possède presque les mêmes attributs que la toxine phobique de l'épouvantail, provoquant la peur à ses victimes. À la différence près que les effets de cette toxine sont différents. En effet, à l'inverse d'une peur traumatisante, elle procure un bonheur immense. Mais c'est étrange venant de la part du criminel qui tire plaisir à faire peur à la population. Batman sait qu'il n'a que très peu de temps devant lui pour établir un antidote pouvant contrer les effets de cette toxine. Il décide de retrouver la personne qui est immunisée et cette fois-ci, c'est Batman qui vient prêter main forte à Poison Ivy. Dans un premier temps, il a le droit à un accueil musclé en raison du fait qu'il ne l'a pas écouté le moment venu, puis à un baiser pour l'avoir aidé à s'échapper de sa cellule. Habituellement, Batman esquive ses baisers, mais cette fois, il l'accepte volontiers pour ne pas retomber sous l'emprise de la toxine. Il avertit tout de même Poison Ivy qu'elle aura besoin de lui, et donc si possible d'éviter qu'elle le contrôle. Car oui, lorsque Poison Ivy embrasse quelqu'un, ou entre en contact avec, elle peut le contrôler. Pendant que Batman met au point un antidote, Poison Ivy lui raconte ce que prépare l'épouvantail. La nuit tombée, il vagabonde dans les rues de Gotham avec ses camarades criminels pour réaliser des expériences sur les habitants. La toxine répandue en ville permet aux habitants de ne plus se soucier des tracas du quotidien, de ne plus avoir peur de l'insécurité en ville, tout simplement d'être heureux. Dans cet état, une personne est encore plus vulnérable et c'est ce que recherche l'épouvantail, pour ainsi produire une peur intense et inimaginable aux habitants. Batman comprend alors la raison du taux de suicide qui grimpait en flèche ces derniers temps. Les victimes de l'expérience de l'épouvantail ne se rappellent plus de rien, mais sont inconsciemment ravagées de l'intérieur. Après avoir finalisé l'antidote, Batman et Poison Ivy le libèrent dans les bouches d'aération de l'asile. L'homme chauve-souris y a également ajouté un sédatif permettant d'endormir les personnes guéries. Tous, et bien non, Killer Croc possède un cerveau plus petit que la moyenne. Le sédatif met donc longtemps à faire effet, mais cela le ralentit dans ses mouvements. Killer Croc est de ce fait mis au tapis facilement, mais une autre étape est à franchir pour pouvoir tirer un trait pour de bon au plan effrayant de l'épouvantail. Il n'est pas venu seul pour arrêter Batman et Poison Ivy. Tous les membres de la Bat Family sont là et manipulés par l'épouvantail. Un combat éclate alors, mais l'épouvantail tente de coopérer avec Batman d'une manière bien lâche. Il lui demande de se rendre, sinon il commencerait à tuer un à un les justiciers de Gotham, en commençant par Catwoman. Il désire une seule chose de Batman, qu'il respire sa toxine. L'épouvantail tient Batman entre ses griffes. Pour voir si la toxine fait effet, il lui demande d'éliminer Poison Ivy, et il lui assène un coup au visage qui l'assomme instantanément. Batman a pris une dose d'antidote, il est donc immunisé par la toxine, mais pour jouer le jeu, il doit se plier aux exigences de son ennemi, pour pouvoir avoir une chance de contrer ses plans. Les alliés de l'épouvantail se demandent si Batman ne fait pas semblant, car il a déjà réussi à se défaire de la toxine une fois,
pas? Devrait-il lui faire confiance maintenant? L'épouvantail a un ego surdimensionné. Il est convaincu que sa toxine a vaincu de nouveau le Chevalier Noir. Mais pour en être sûr, il demande au Boute-en-Train et à Professeur Pig de l'emmener avec eux cette nuit lorsqu'ils auront à faire peur aux habitants de Gotham, puis à leur extraire l'adrénaline produite par cette peur encore plus pure et intense que d'habitude. Ils ont pour ordre de tuer Batman si jamais ils perçoivent une forme d'hésitation lorsqu'il aura à terroriser les habitants. Mais Batman serait-il capable d'exécuter une pareille tâche quand on sait les répercussions psychologiques que cela engendre sur des pauvres habitants qui n'ont rien demandé? Et pourtant, c'est le cas. Avec l'aide des deux criminels, Batman parvient à terroriser une douzaine d'individus et à collecter ce dont recherche l'épouvantail. Ces extractions permettent à l'épouvantail de produire un puissant carburant dans le but d'élaborer d'autres toxines encore plus puissantes et à l'avenir de contaminer toute la surface du pays, puis de la planète. Mais ce que l'épouvantail ignore, c'est que Batman avait échangé les extractions effectuées un peu plus tôt par les antidotes qu'il avait conçus avec Poison Ivy. L'antidote fait encore mieux effet qu'escompté. L'éveil des habitants de Gotham est immédiat. Et c'en est de même pour les alliés de Batman qui étaient au service de l'épouvantail. La population de Gotham se réveille, sans se rappeler des détails, mais ils n'en ressortiront pas indemnes pour autant. Batman donne une bonne raclée à l'épouvantail pour le mal qu'il a commis et le renvoie d'où il vient, à l'asile d'Arkham. Mais contre toute attente, l'épouvantail avait visiblement un plan de secours. Il explose le van dans lequel il était censé embarquer et s'échappe en assénant un coup fatal vers le torse de Batman. Il a eu ce qu'il voulait, éliminer la chauve-souris tout en s'emparant de Gotham et la plonger dans un cauchemar. Mais en réalité, c'est Jonathan Crane qui est en plein cauchemar, ou plutôt en plein rêve. Batman lui a administré sa propre toxine avant de le quitter pour qu'il se rende compte du mal qu'il a fait à autrui. Cette toxine permet également de maintenir au calme les détenus d'Arkham et ainsi d'éviter les turbulences dans l'asile. Comme quoi, tout le monde y trouve son compte finalement avec cette toxine. Pour finir, Jim Gordon demande à Batman s'il aurait une idée d'où se trouve une des détenues d'Arkham, car il manque une personne à l'appel, Poison Ivy. Ce à quoi Batman répond qu'il ignore ce dont de quoi il parle. Après tout, c'est donnant-donnant. Elle lui avait bien rendu service et a contribué à l'échec de l'épouvantail. Quant aux habitants de Gotham qui ont été ciblés par Batman lors de l'extraction de l'adrénaline, il s'agissait de bandits récidivistes qui, par divers moyens, avaient réussi à ne plus être derrière les barreaux. Batman ne se serait jamais permis d'aller au bout de sa mission en appliquant des innocents. Quelques jours plus tard, Catwoman retrouve Batman sur le toit d'un immeuble. Elle souhaite s'entretenir avec lui par rapport à leur relation durant la courte période où l'épouvantail avait régné sur la ville. Elle demande à Batman les sentiments qu'il avait lorsqu'ils étaient partenaires, car elle se rappelle qu'ils étaient heureux à deux. Mais Batman la contredit en disant que la seule vision qu'il avait lorsqu'il était sous l'effet de la toxine est que Gotham était une ville sûre et protégée. C'était son plus grand et unique bonheur, rien d'autre. Batman quitte les lieux en laissant Catwoman pleine d'espoir et de désillusion. Lui aussi, il avait des sentiments pour elle, mais pour le bien de sa ville, il souhaite lui dissimuler tout sentiment pour se concentrer sur sa tâche principale, éradiquer le crime à Gotham. Est-ce une fin joyeuse ou malheureuse? D'un côté, Batman a vaincu l'un de ses plus grands ennemis et a sauvé l'entièreté des habitants de sa ville et a empêché l'épouvantail de commettre encore plus de dégâts. Mais par rapport à sa vie privée, Bruce a bien senti que Selina Kyle aka Catwoman avait des sentiments pour lui, qui en plus sont réciproques. Mais il a une mission bien trop importante pour s'avouer amoureux et de développer ainsi sa relation avec la justicière féline. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, quelques histoires plus tard, Batman lui avouera son amour pour elle et tous deux finiront par avoir une vie longue et heureuse avec beaucoup d'enfants. Enfin, n'exagérons rien. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur la relation Batman et Catwoman dans une autre vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si c'est le cas, et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où j'aurai le plaisir d'introduire l'un de mes ennemis préférés de l'univers de Batman. Je vous en dis pas plus, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.